Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais parler d'une idée qui circule sur les réseaux notamment, qui est l'idée selon laquelle quand on passe beaucoup de temps à réfléchir sur soi, sur sa vie, à réfléchir à son passé, on serait malheureux. Et il y a aussi l'idée que si on est très intelligent, on a tendance à beaucoup réfléchir et que ça rendrait malheureux, que les gens intelligents qui réfléchissent beaucoup sont plus malheureux que la moyenne. Alors, en réalité, cette idée-là, elle est fausse. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça, et je vais expliquer aussi pourquoi cette idée, elle n'est pas stupide non plus. Donc, c'est-à-dire que on va effectivement, quand on est triste, passer plus de temps à réfléchir à notre passé, à ce qu'on ressent, à nos émotions et éventuellement ressasser quelque chose qui vient de se passer, qui nous crée du chagrin, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le fait d'être triste qui va faire qu'on a deux réactions possibles. Soit on décide de continuer ce qu'on fait et de ne pas s'arrêter pour éviter de penser à ce qui nous fait mal. On ressent une souffrance, mais pour ne pas la ressentir pleinement, eh bien, on ne s'y arrête pas. On évite d'y penser, donc on va continuer dans des activités pour s'échapper quelque part. Et ça peut être une mauvaise solution parce que ça va retarder le moment où on va vraiment prendre les choses en main et regarder le problème en face et éventuellement pouvoir le résoudre du coup. Mais ça peut aussi être une bonne solution, par exemple, si on est dans une situation de survie, par exemple, on est attaqué par un animal sauvage, c'est pas le moment de s'arrêter et de se dire tiens, je ressens des choses, j'ai un peu peur, je vais m'arrêter pour me pencher sur ma peur. Quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai ressenti ça? Ça vient sûrement de mon enfance, etc. Non. À ce moment-là, vous courez, c'est tout, ou vous vous cachez, vous vous frisez, donc c'est-à-dire vous restez immobile pour essayer de passer inaperçu face au prédateur qui, de toute évidence, sera plus fort que vous. Et donc, si par contre, il n'y a pas d'autre solution, vous serez amené à éviter, donc c'est-à-dire à partir le plus vite possible et à s'échapper. Sinon, si c'est pas non plus possible, eh bien, vous devrez combattre. Donc, il y a un moment pour tout. Tout ça pour dire que ça peut être une bonne solution aussi de ne pas traiter le problème tout de suite, le problème moral, le problème justement, on va dire, émotionnel. Donc, la deuxième chose que j'ai à dire par rapport à ça, donc ça, ce sont des situations extrêmes, mais en réalité, nous, dans notre vie, on associe parfois certaines situations à des situations de survie. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je suis une mère de famille, que je suis une mère célibataire, je sais que mes enfants, c'est moi qui dois les nourrir et que si je ne ramène pas d'argent, par exemple, mes enfants seront, en tout cas, j'associe ça à un danger pour la survie de mes enfants si je n'ai pas d'argent. Donc du coup, je vais aller dans un boulot et je vais continuer ce boulot, même s'il me fait beaucoup de mal. Si je vais vers un burn-out, je ressentirai du stress, etc. Peut-être je prendrai conscience en partie de la situation et que c'est mauvais pour moi, mais comme j'ai extrêmement peur pour mes enfants, je vais continuer. Donc dans certaines situations, on se sent vraiment finalement comme face à un prédateur dans une situation extrême et on va continuer même un comportement qui pourtant est illogique et c'est pour ça que il faut comprendre nos comportements et éviter de les juger parce qu'il y a toujours quelque chose derrière qui explique en réalité pourquoi on s'est comporté comme on s'est comporté. Il y a une histoire, il y a un conditionnement et donc on a tendance à continuer quand on a déjà fait des efforts pour quelque chose aussi. L'être humain est constitué comme ça. Donc aparté faite, on revient au sujet. La plupart du temps, effectivement, quand on est malheureux, triste, dans un grand inconfort, on va le dire clairement, dans une souffrance qui est morale, qui est émotive, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance à s'arrêter, à se poser et à se poser des questions sur quel est le problème, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi je ressens ça, et associé à ça, il y a une quête de comment je peux faire pour sortir de cette situation et justement pour apaiser ma souffrance. Donc effectivement, on va retrouver chez des personnes dépressives des attitudes d'introspection, de remise en question,
où je ressasse le passé, je ressasse un événement, ça peut être parce que c'était traumatique, etc. Donc là, on va repenser continuellement à la même chose et on reste dans un cycle qui est bloqué, on n'arrive pas à sortir d'une idée, par exemple, parce qu'on tourne en rond, hein, et il va falloir à ce moment-là amener des idées nouvelles, des points de vue nouveaux, pour que la personne voit le problème différemment et y trouve des solutions. Donc, en réalité, l'introspection, etc., le fait de réfléchir sur soi, sur sa situation, sur sa vie, sur ses relations, sur tout ce qu'on veut, eh ben, c'est pas ça qui rend malheureux, puisque justement, ça peut être la solution pour trouver des réponses, pour trouver du sens et pour sortir de la souffrance. Pour aussi arriver à mieux gérer les émotions. Donc, en fait, on va développer des outils, donc des techniques, qu'on en ait conscience ou non, on développe quand on a traversé une dépression et qu'on est sorti de la dépression, eh bien, on a développé des outils pour s'en sortir pour le futur. Donc il y a des acquis. Je ne dis pas qu'on s'habitue à la douleur, je ne dis pas qu'on est toujours OK de vivre certains événements, et on peut vivre des événements inattendus, hein, qui du coup vont créer beaucoup de tristesse, etc., enfin, vont engendrer des émotions qui ne seront pas faciles à vivre, et donc du coup on pourrait effectivement ressortir plus vite d'une deuxième dépression. Donc ça ne nous protège pas complètement, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait retraverser des périodes compliquées, mais généralement on va sortir plus vite, on va avoir justement des outils. Donc en fait pour le bonheur, c'est l'inverse. Ça veut dire que plus on a réfléchi à sa vie, à ses émotions, et plus on va avoir une vie qui est épanouissante pour nous, parce que on va faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés, on va mieux choisir la personne qui nous conviendrait en couple, mieux choisir le travail qui justement nous correspondrait, parce qu'on a pris le temps de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et cette question, elle est extrêmement compliquée, parce que en fait, on apprend surtout aux personnes à continuer ce qu'ils font, et à ne pas trop se poser de questions. C'est plus la société qui nous pousse à croire que réfléchir, c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'on voit aussi les intellectuels comme des personnes tristes, pas du tout épanouies, et comme le fait de réfléchir comme étant quelque chose de finalement suspect. Et aussi parce qu'on fait cette réflexion souvent dans la solitude. Et aussi la société nous dit, si tu es tout seul, c'est bizarre. Ça peut être associé aussi, parce que c'était comme ça dans le passé, dans nos gènes, hein, le fait d'être seul avant, eh bien, était une situation qui nous mettait clairement en danger face à des prédateurs. Du coup, quand on est seul, on a parfois encore tendance à considérer que c'est anormal. Et dans la société, on entretient l'idée aussi, hein, que quelqu'un qui est tout seul est quelqu'un de suspect, quelqu'un qui ne sait pas sociabiliser, alors que souvent ça n'a rien à voir. La personne qui est seule veut juste parfois être seule, créer parfois des choses exceptionnelles justement parce qu'elle est en train de réfléchir et qu'elle est seule. Donc effectivement, ça n'est pas forcément juste ce que la société nous dit ou les images qui sont entretenues. Et donc, effectivement, une personne qui a beaucoup réfléchi, qui a traversé parfois des périodes très compliquées, mais qui les a dépassées, est pourtant beaucoup plus stable qu'une personne qui évite constamment ses émotions, qui évite constamment de prendre les problèmes à bras le corps, parce qu'en fait, sans affronter justement les angoisses qu'on peut ressentir, les émotions de stress, etc., sans se familiariser avec les inconforts de la vie, on aura encore plus tendance à les éviter plutôt que d'apprendre que, on peut ressentir beaucoup de stress et de l'angoisse, comme si on était en danger de mort face à un problème, mais le fait de voir qu'on peut s'en sortir va nous donner plus confiance en nous, en nos capacités, et va développer aussi l'idée que c'est rien si on est sous stress, c'est rien si on est face à des problèmes, mais par contre, il faut chercher les solutions, il faut apprendre en fait. Et donc, quand on traverse des choses compliquées, jeunes, et qu'on les dépasse, souvent la force qu'on a vient du fait qu'on a appris à dépasser les choses, qu'on a appris qu'on pouvait apprendre en fait, qu'on a appris que même quand on se trouve dans des situations où on ne voit pas d'issue,
bah, y a parfois quand même des solutions. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être coincé dans quelque chose qu'on ne trouve pas par après des solutions. C'est pas parce qu'on a à affronter des émotions qui ne sont pas agréables à vivre que c'est si grave que ça. Donc, autrement dit, on a moins peur de nos émotions, et particulièrement de certaines émotions comme la colère, comme la tristesse, comme vraiment le désespoir, hein, le désarroi. On a moins peur de l'angoisse, on apprend à gérer le stress, autrement dit. Hein. Donc, ce sont des choses qui vraiment enrichissent la qualité de la vie. Parce que quand vous savez que vous n'avez pas forcément à avoir peur, parce que vous saurez certainement trouver des solutions et gérer pour l'avenir, ben vous êtes déjà dans un autre état d'esprit pour vivre. Vous avez moins peur du chagrin d'amour, donc du coup, vous osez plus aller vers quelqu'un qui peut-être ne sera pas la bonne personne, mais au moins, vous aurez appris. Et plus vous allez essayer quelque chose, que ce soit se mettre en couple, que ce soit dans l'amitié, se trouver des amis, que ce soit trouver un travail qui nous corresponde, que ce soit au niveau du logement, bref, plus on a essayé de choses, plus on aura d'échecs, mais moins on a peur des échecs et de l'inconfort que ça peut engendrer au niveau émotionnel, et plus on a de chances en fait de réussir dans la vie, parce que on va trouver des situations, des personnes qui nous conviennent en fait, parce qu'on aura essayé plus que la moyenne. Et c'est une vraie force en fait. On encourage trop les gens à rester dans ce que tout le monde pense et à éviter de réfléchir. Les gens intelligents ne sont pas forcément malheureux, c'est vraiment important de le dire. Et les gens qui réfléchissent beaucoup, bah parfois ils ont des capacités supplémentaires parce qu'ils ont appris. Et en fait, l'intelligence, on peut se poser la question, est-ce qu'on devient intelligent parce que justement on apprend à affronter plus de choses, donc on développe des capacités, ce qui fait que les autres nous trouvent plus intelligents, ou au contraire, c'est le fait de vivre vraiment la vie au niveau agir beaucoup qui nous rendrait plus intelligents. Moi, je pense que c'est une combinaison des deux. En fait, il faut savoir s'arrêter dans la vie pour regarder son passé, se dire, tiens, qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, en fait, je vais donner du sens à ce que j'ai vécu? Parce que c'est moi qui suis l'initiateur du sens que je donne à mon expérience et à ma vie. Et à mon rêve, à mes rêves. Quand je sais mieux quels sont mes rêves, quels sont mes projets, je sais mieux vers où aller. Et en fait, ça calme énormément. Et il faut absolument que les hauts potentiels comprennent ça parce que eux ont absolument besoin de sens. Et donc absolument besoin de savoir prendre du temps pour s'arrêter, pour savoir mieux déterminer quels sont nos rêves. Et dans la formation, la dernière que j'ai sortie, je vous explique, donc il y a tout un exercice qui dure plus d'1 heure, qui vous explique précisément comment trouver votre vraie vibration de vie, en fait. Donc vos vrais sens. J'ai mis ça au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, mais quand on sait où on va, eh bien on sait qu'on va se lever tous les matins avec une énergie, avec une motivation, avec une détermination, avec en fait du sens pour son avenir aussi. Et que ce sens-là donne tout l'avenir au présent et au passé. Donc c'est-à-dire que notre histoire, on la refaçonne continuellement. Et c'est parce qu'on s'est arrêté sur le chemin, certainement plusieurs fois, qu'on a pu lui donner du sens. Et moi, je dirais qu'on a pu lui donner de la mémoire. Notre histoire, elle est importante parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'identifier. Donc au niveau de notre personnalité, elle est plus construite parce qu'on a pris le temps de se raconter sa propre histoire. Donc c'est-à-dire que on se dit à soi qui nous sommes, ce que nous voulons, pourquoi nous avons agi et finalement quel type de caractère nous avons, et on va garder une constance là-dedans. Et on peut aussi choisir. On est beaucoup plus libre de choisir quand on a la réflexion, justement.
On a le temps de la réflexion, donc il faut un peu de temps. Il faut aussi être en sécurité un minimum pour savoir réfléchir, parce que le cerveau sous stress n'arrive pas à réfléchir, à être opérationnel complètement, hein. On n'a pas accès à tout ce qui est préfrontal, et c'est vraiment les fonctions supérieures, tout ce qui est préfrontal, c'est-à-dire la partie la plus intelligente de nous, la plus stratégique, la plus réfléchie, analytique, etc. C'est cette partie qui peut s'activer, la créativité peut s'activer aussi, hein, beaucoup plus parce qu'on n'est pas sous stress en fait. Donc pour ça, il faut avoir un sentiment, une impression de sécurité, qui est variable d'un individu à l'autre en fait, hein. Donc il y a des situations qui peuvent nous stresser, qui ne stressent pas forcément le voisin, etc., hein. Ça dépend de notre histoire d'ailleurs, ça aussi, et de ce qu'on a développé comme aptitude pour gérer nos émotions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Plus on gère nos émotions, plus en fait on a accès à nos capacités. Et donc c'est important pour l'intelligence et c'est important pour les hauts potentiels de comprendre ça. Et de comprendre que c'est pour ça qu'on a l'air parfois très bête dans certaines situations, parce qu'en fait on stresse, parce qu'en fait nos émotions sont activées et qu'on n'a pas encore réussi à les calmer. Et c'est pour ça qu'on doit absolument apprendre à gérer nos émotions, donc parce qu'on est très sensible, parce qu'on est hypersensible. Donc ça aussi, je vous apprendrai tout ça, ça viendra en temps et en heure, mais c'est vraiment important de comprendre que on n'est pas malheureux parce qu'on réfléchit. On réfléchit parce qu'on a peut-être été malheureux à un moment donné et qu'on a cherché des solutions. Et quand on a trouvé des solutions, on a juste des outils en plus pour être plus heureux. Et c'est nous-mêmes qui nous rendons heureux d'ailleurs. Et c'est pour ça que notre niveau de bonheur, on peut l'augmenter en travaillant dessus. Et moi, je pense sincèrement que c'est à ça que sert l'analyse, la psycho. Donc, c'est-à-dire, moi, en tout cas, je l'utilise comme ça, c'est que j'aime à réfléchir aux choses, aux situations, aux relations, aux personnes, au fonctionnement, etc. J'aime ça parce que, pour moi, c'est une source de plaisir et de bonheur. Parce que c'est plus que du plaisir, ça s'ancre dans le temps, etc. Puisque ça crée aussi du partage. En tout cas, c'est ce que j'en fais. Donc, vraiment, ça aide à être plus heureux, à calmer nos émotions, à se défaire d'émotions qui nous perturbent et d'émotions de tristesse, à ne pas glisser justement dans la dépression parce qu'on aura des stratégies avant ça, qu'on va plus facilement voir venir les choses. En fait, la dépression, elle va s'installer et on ne la voit pas venir. Quand vous êtes vraiment dans une dépression, vous n'avez pas vu que vous étiez en train de glisser. Pourtant, ça faisait un moment. Vous allez pouvoir identifier après coup que ça faisait un moment que ça n'allait pas. Mais au moment où vous le vivez, vous êtes un peu plus coupé de vous, donc vous ressentez moins et vous n'avez pas conscience de ce qui se trame en fait, hein. Et c'est pour ça qu'on continue dans le burn-out, hein, on continue plus loin, parce qu'en fait on voit pas trop ce vers quoi on va, ou plus exactement on veut pas le voir, on évite de le voir, on continue malgré tout, c'est plus fort que nous si vous voulez. Et c'est pareil, quand on glisse dans la dépression, on ne voit pas ça arriver. On sait qu'il y a des problèmes, mais on nie un peu les problèmes, on se dit c'est pas grave, ça va quand même aller, et finalement non, en fait on est en train de se mentir clairement. Et donc en fait, il y a un moment où finalement on va devoir admettre être en dépression. Et il va y avoir enfin une prise de conscience, non, je ne vais pas bien du tout, et oui, je dois faire quelque chose absolument. C'est grave en fait, hein. Et à partir du moment où on se dit que c'est grave, on commence à chercher des solutions, à commencer en fait à se poser des questions aussi sur soi, etc. Et à ralentir, voire à stopper, parfois par obligation. Mais en tous les cas, c'est pas du jour au lendemain qu'on tombe en dépression. Et c'est pas du jour au lendemain non plus qu'on en sort du coup. Ça prend du temps, c'est tout à fait normal. On doit reconstruire quelque chose qui a été cassé en fait, hein. Et donc ça prend du temps de se reconstruire, de se rebâtir soi. Mais c'est vraiment intéressant de vivre une dépression. C'est pas forcément quelque chose de négatif, de travailler sur soi, de penser à soi, de penser à son passé, à ses traumatismes, à ses blessures. On a l'impression que tout ça est très glauque, très noir, très lourd. Mais en même temps, faire ça, c'est accepter les inconforts qui vont avec le fait d'affronter tout ça. Parce que
quand on affronte ces parts d'ombre, ben quelque part on est en train de tuer les monstres. Et c'est mieux de les tuer une fois qu'ils sont tout petits. C'est mieux de tuer un gremlins quand il est tout petit que après minuit quand il a mangé et quand il est devenu très gros, pour les personnes qui ont la référence. Donc ça veut dire que clairement, vos peurs, elles vont prendre de l'ampleur si vous ne travaillez pas dessus. Vos traumatismes, pareil. Vos blessures d'enfance, pareil. Que le fait de les connaître, vous connaîtrez effectivement vos failles, vos blessures et les endroits sensibles, mais le fait de les connaître va faire que vous aurez en fait déjà travaillé dessus et que ça sera moins sensible. C'est faux de dire que ça sera plus du tout sensible. Généralement, ça reste comme une cicatrice, si vous voulez. Ça reste un endroit sensible, mais en même temps, vous allez vous consolider parce que vous avez pris du temps pour travailler là-dessus. Et c'est ce qu'on fait avec un psy, par exemple. C'est je consolide ce que j'ai traversé. Et je prends conscience aussi de toute la force que j'ai d'avoir traversé ça, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le côté j'ai survécu, il y a le côté je suis ressortie de ça, même si ça dysfonctionne pour l'instant, je dysfonctionne peut-être pour l'instant. C'est ça une dépression, c'est un dysfonctionnement finalement. Mais je vais apprendre à gérer mes humeurs, apprendre que je peux libérer. Les pleurs sont autorisés. Donc j'ai peut-être des choses à m'autoriser, des choses à débloquer aussi par rapport à moi-même, des permissions à me donner, etc. pour mieux vivre ensuite et pour vivre différemment, de façon à ce que je sois une personne plus heureuse après qu'avant, en fait. Et donc, il y a toujours un gain de faire ce type de travail. Donc, le fait de réfléchir, de penser sur soi, sur sa vie, ne rend pas malheureux. Au contraire, ça stabilise qui nous sommes, ça nous permet de nous réinventer, ça nous permet de toucher notre créativité, dit autrement. Ça nous permet de trouver notre force de vie. Et je pense sincèrement que c'est très difficile de rencontrer cette flamme de vie que nous avons et de la ressentir intensément, parce qu'on a besoin de la ressentir. Je pense sincèrement que c'est difficile de la rencontrer si on n'est pas tombé au plus bas, si on n'est pas dans quelque chose de très noir, très obscur, très, très dur en fait. Souvent, quand on a rencontré en fait le meilleur de la vie, la flamme, le truc qu'on sait qu'on a en nous, c'est parce qu'on a traversé des périodes vraiment difficiles. Et ça explique que les pires choses de votre vie, quand vous les dépassez, vous êtes content d'avoir traversé ça, finalement. Même si c'était très 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 compliqué. Le fait est que souvent, les pires claques qu'on prend dans la vie sont souvent associées aux plus gros cadeaux qu'on reçoit aussi de la vie. Alors quand je dis on le reçoit pas passivement, on le reçoit parce qu'on a travaillé dessus, parce qu'on s'est questionné, parce que pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et ça peut être long à certains moments, eh ben on s'est tordu le cerveau justement et on s'est tordu le cœur en même temps. Parce que ce n'est pas que réfléchir à sa vie, c'est aussi surtout ressortir des émotions, les ressentir, les revivre et les libérer. Et c'est le fait de faire ça qui a donné naissance à la psycho d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que faire revivre certaines émotions et donc certains événements, mais dans un milieu sécurisé et dans la bienveillance, dans un rapport de bienveillance, donc une relation, aidait la personne à se libérer de son traumatisme, de se libérer de ses blessures du passé. Et à reconstruire quelque chose de positif. Parce qu'il y a toujours cette liberté de qu'est-ce que tu veux créer avec ça. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer quand on vit des choses très compliquées. Toujours se dire, ok, c'est dur, c'est vraiment dur. C'est vrai, la vie, parfois, elle peut être vraiment dure. Mais en même temps, souvenez-vous toujours, quand vous traversez des périodes très compliquées, que vous êtes tout près de recevoir un trésor. Et c'est pas si simple d'arriver à se concentrer sur le trésor parce qu'il y a la souffrance, justement, généralement. Donc souvent,
ou voudrait ne pas avoir de problème dans la vie. Et souvent, ce sont les problèmes qui nous aident à nous rencontrer vraiment, à trouver l'essentiel de la vie, ce qui nous est élémentaire, et ensuite à consacrer sa vie à ce qui pour nous a le plus de sens et à vivre les choses justement en fonction de ce sens-là. Donc je vais expliquer ça autrement parce que peut-être c'est trop abstrait ici. Par exemple, vous avez connu un chagrin d'amour. On a tous connu un jour un chagrin d'amour. Mais souvent, juste après avoir vécu ça et avoir rencontré une autre personne avec qui justement vous avez vécu une très belle histoire, à ce moment-là, vous avez goûté particulièrement la relation et vous vous êtes concentré sur ce qui était essentiel. C'est-à-dire que les petites choses qui vous tracassaient avant, à ce moment-là, vous vous êtes dit, bon, ça c'est rien, c'est pas grave, je me tracasse plus pour ça, c'est terminé. Parce que je l'ai décidé. Parce que j'ai décidé de me consacrer à l'essentiel. Et quand on fait ça, on vit la vie vraiment différemment et certainement on trouve plus de bonheur. Parce que le fait de goûter plus les choses fait qu'on a de la gratitude. Être heureux de vivre ce qu'on vit, être heureux d'être en train d'apprendre des nouvelles choses ou de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'on apprend à travers les autres aussi. Le fait de goûter ce qui pour nous a du sens profondément va faire qu'on va être beaucoup plus heureux et beaucoup plus reconnaissant parce qu'on aura conscience quand on vit quelque chose de particulier, un moment essentiel, on aura conscience de combien il est précieux, on aura aussi conscience de combien les personnes sont précieuses pour nous, celles qui comptent vraiment. Et ça fait de nous des vrais acteurs dans le sens où on peut décider de ce qu'on crée dans sa vie. Et ça donne à la vie une autre saveur. On va justement décider de passer plus de temps avec les personnes qui comptent et moins de temps avec les personnes qui ne comptent pas, justement. On va passer des temps de qualité. On va essayer de se concentrer sur le fait d'avoir du temps de qualité avec l'autre. Et ça, c'est exceptionnel. C'est ça qui va faire que dans tous les cas, on sera content d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Et être apaisé, justement, est le résultat de tout ce travail antérieur qu'on aura fait, d'introspection, de remise en question, de nettoyage de ses blessures, d'échange avec d'autres personnes, de ce qu'on a vécu de douloureux, qu'on a pu confier, qu'on a pu partager. Et parfois, c'est justement parce qu'on a des blessures qu'on a pu se connecter à d'autres personnes. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont devenues des amis qui finalement jouent un rôle primordial. Maintenant, on partage la joie avec ces personnes-là. Et ça n'aurait pas forcément été possible si on n'avait pas vécu un truc compliqué avant ça. Réfléchissez à ça. Vous pouvez toujours tout transformer. Il y a toujours des points positifs à tout ce qu'on vit, en fait. Mais c'est à nous à trouver quel est le trésor derrière chaque épreuve et quel est le gros trésor particulier quand l'expérience est particulièrement compliquée. Donc, le fait de réfléchir, le fait d'être intelligent n'est pas un frein au bonheur, est au contraire un propulseur pour être plus heureux. Si vous êtes des personnes plus intelligentes que la moyenne, si vous réfléchissez plus que la moyenne, si vous êtes plus sensible que la moyenne, parce que vous êtes plus connecté à vos émotions, eh bien, tout ça vous donne une chance d'être plus heureux si vraiment vous avez les bons outils et si vraiment vous apprenez à chaque étape de votre vie à traverser les épreuves. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « Je vais traverser les épreuves » en cherchant le trésor qu'il y a derrière. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Et dans tous les cas, j'essaierai de répondre à toutes vos questions et commentaires. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Parce que peut-être je pourrais y réfléchir pour trouver dans vos questions des outils pour peut-être avoir l'occasion d'être un petit peu plus heureux au jour le jour. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!